Bonjour, donc pour cette matinale de l'IFRIS, nous allons avoir comme thème l'hôpital public et sa régulation économique, basé sur un livre rédigé par Pierre-André Juven, avec un commentaire de Catherine Le Gallès, qui nous a fait le plaisir de venir ici. Et donc, je vous laisse... présentation. Merci beaucoup Rigas. Merci beaucoup à l'IFRIS pour l'organisation de cette matinale. Merci à Georgia pour toute cette organisation. Merci à Catherine d'avoir accepté de lire dans un premier temps et de discuter dans un deuxième temps l'ouvrage en question. Frédéric Pierru devait être présent également. Il s'excuse de ne pouvoir être là. Je le remercie quand même d'avoir lu l'ouvrage et également de l'avoir préfacé. Je vais commencer par rappeler le contexte de production de ce livre parce qu'il explique, à mon sens, son contenu hybride. C'est un livre qui est tiré de ma thèse de doctorat réalisée à l'École des Mines de Paris sous la direction de Vololona Rabé-Arissoa. Et c'est une thèse qui a été primée en 2015 par Le Monde, et ce prix lui vaut donc d'être publié aux presses universitaires de France dans une collection qui est spécialement dédiée à ces prix, et c'est une collection qui a pour nom Partage du savoir. Alors donc c'est un point que je voulais relever ici. On pourra évidemment objecter que de toute façon tout livre a vocation à partager le savoir dès le moment où il a vocation à toucher un public plus large qu'une thèse de doctorat. On va quand même admettre qu'il y a différentes façons de partager le savoir entre guillemets et dans des proportions variables. Et c'est pas une question anodine parce qu'elle engage en fait la façon d'écrire, et elle suppose de trouver un équilibre en fait entre une rigueur académique et une lisibilité qu'on dira grand public. Autrement dit, au moment où je reprenais ma thèse pour la transformer en livre, j'avais en tête deux lecteurs ou lectrices. Premièrement, une chercheuse ou un chercheur qui évaluerait l'ouvrage selon des critères scientifiques. Ce premier lecteur, cette première lectrice imaginaire, pour moi, l'objectif était qu'elle en vienne à se dire que c'est là une enquête, un travail qui apporte à la sociologie des instruments d'action publique, qui apporte à la sociologie des techniques et de la quantification, et qui apporte aux travaux sur les politiques de santé. Le deuxième lecteur ou la deuxième lectrice, dans mon esprit, travaille dans un hôpital, et peu importe la fonction, peu importe le service, peu importe le grade, l'objectif pour moi était là que le livre soit lisible et qu'au-delà de sa valeur académique, il informe, renseigne sur le fonctionnement économique de l'hôpital et sur les controverses qui entourent ce fonctionnement. J'en viens à présent au contenu de l'ouvrage et à ses objectifs. Peut-être que le plus simple pour démarrer est de revenir brièvement sur des travaux qui ont cadré ce travail à ses débuts. J'en prendrai trois. Alors, il n'y a évidemment rien d'exhaustif dans cette énumération. Elle a plus vocation à situer le livre dans un champ d'études, et ici français qui plus est, alors qu'il serait bien évidemment possible d'élargir à des recherches internationales. Ces trois ouvrages qui ont été importants au début, c'est celui de Daniel Benamouzig, La santé au miroir de l'économie, celui de Frédéric Pierru, Hippocrate malade de ses réformes, et celui de Nicolas Bélorgey, L'hôpital sous pression. Je ne vais pas m'étendre dans le détail sur les contenus de ces trois références, simplement dire un mot et dire ce qu'elles apportent aux réflexions sur les transformations de l'hôpital et de la santé. Premièrement, donc, le travail de Daniel Benamouzig, l'histoire qu'il fait de l'économie de la santé est évidemment indispensable pour analyser la façon dont les motifs économiques, pour reprendre ces termes, pénètrent les logiques d'action et les politiques de santé. Donc, c'est une recherche qui porte sur l'institutionnalisation de l'économie de la santé en tant que discipline, et donc il fait un point très très fort sur l'économicisation de la santé. Cependant, c'est un travail qui ne porte pas vraiment sur l'hôpital, même si, bien sûr, il en est question. Deuxièmement, le travail de Frédéric Pierru, qui est évidemment incontournable, étudie, lui, les réformes de ces dernières décennies, en montrant comment les libéralismes, alors il identifie deux libéralismes, le libéralisme médical et le libéralisme économique, ont d'une certaine façon transformé et affaibli le service public, et notamment comment un certain nombre de personnes ont cherché à transformer l'hôpital en entreprise. Bon.
Donc il y a une attention qui est portée à l'hôpital et à des instruments comme le système d'information hospitalier sur lequel on reviendra, mais ils ne sont pas centraux dans son analyse. Ça s'explique également par des raisons de temporalité. Le livre de Daniel Benamouzik est publié en 2005, celui de Frédéric Pierru en 2007, la T2A étant mise en œuvre en 2004. Il est difficile d'étudier ce dispositif en détail. Enfin, troisième travail important, celui de Nicolas Bélorgé, qui porte lui sur les transformations récentes de l'hôpital public et notamment sa conversion aux logiques de performance et aussi aux réticences qu'elles peuvent évidemment susciter. Donc lui, il s'intéresse évidemment énormément aux indicateurs de performance, mais là aussi, les instruments économiques ne sont pas au cœur de l'analyse. Donc partant de là, il manque une étude détaillée sur les instruments de quantification économique qui sont pourtant souvent très évoqués comme participants du New Public Management ou voire de la marchandisation de l'hôpital, et je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir sur ce terme. Ces instruments, ils sont nombreux et ce livre en étudie 4, extrêmement imbriqués les uns aux autres, soit indissociables, soit concurrents. On y reviendra également. Le système d'information, l'étude de coût qui permet de calculer un coût moyen des séjours au niveau national et deux instruments de financement ou d'ajustement budgétaire que sont les points ISA et la T2A. Un des objectifs de l'ouvrage, à mon sens, est de rendre ces objets abordables. Ils font, sinon organisent le quotidien des hôpitaux. Ils ont un effet structurant sur l'organisation des établissements de santé, sur leurs finances, sur les choix de développer telle ou telle activité. Et le premier objectif du livre est de faire l'histoire de ces dispositifs et d'en penser le sens politique et économique. Le deuxième objectif est d'insister sur leur caractère controversé, sur le caractère controversé de ces instruments, et faire l'histoire et étudier ces controverses revient de façon assez nette et assez claire à étudier les coûts et les tarifs à l'hôpital et la régulation économique de ce dernier. L'ouvrage fait, à mon avis, deux points importants. Le premier concerne la différence entre le gouvernement par les budgets et le gouvernement par les tarifs. Et le deuxième point concerne l'approche du calcul de coûts et de la tarification comme des instruments quantifiant et qualifiant les choses. En l'occurrence des séjours hospitaliers. Alors, ce qui renvoie au vocabulaire, notamment STS, de valuation ou de calcul, écrit Q, A, L, C, U, L, le plus important pour moi, ce ne sont pas là les concepts, mais vraiment le fait de rendre compréhensible le fait que ces instruments quantifient et qualifient les choses. Premier point, donc, et sans tuer le suspense, il est possible de résumer la première partie de l'ouvrage au fait que l'on passe d'un gouvernement par les budgets hospitaliers à un gouvernement de ses finances. C'est une distinction qui peut paraître anecdotique et qui est au contraire fondamentale, à mon sens, pour saisir les transformations contemporaines de l'hôpital public, mais aussi, c'est peut-être un des apports de l'ouvrage, d'autres structures publiques. On pourrait imaginer un travail similaire sur l'université, par exemple. Comment est-ce que l'université passe progressivement d'un financement par budget à un financement en partie dépendant de ses performances et il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question, notamment à Strasbourg. Donc, dans le livre, je montre comment l'État et les chercheurs en gestion ont mis sur pied l'architecture gestionnaire de l'hôpital que nous avons encore aujourd'hui, le système d'information, bien sûr, la comptabilité analytique, l'étude de coûts qui va avec, sont absolument incontournables pour qui s'intéresse à l'économie de l'hôpital et de fait à la pérennité du service public. La période des années 80 et 90 est très importante puisqu'au sortir de cette période, l'hôpital public s'est vu attribuer des catégories de production, donc en l'occurrence des groupes de séjours. Ça, c'est un point très important. On est capable de dire à la fin des années 80-90 ce que l'hôpital produit. On est également capable de dire combien il doit coûter et combien il coûte à chaque hôpital. Alors, ça suppose que chaque hôpital mette en place les systèmes de comptabilité analytique et de systèmes d'information, mais une fois que ces instruments sont mis en place, l'hôpital est capable de dire ce qu'il produit et pour quel coût il le produit. Et évidemment, au début des années 2000, on a la mise en place d'un système de prix, entre guillemets, puisqu'on pourra également revenir sur cette distinction entre les prix et les tarifs, qui fait qu'en plus, chaque catégorie de production, en plus d'avoir un coût, a désormais un prix.
Si le régulateur met ces instruments-là en place, c'est évidemment à dessein, et en l'occurrence, c'est en grande partie pour réallouer les budgets entre hôpitaux, entre des hôpitaux qui sont trop dotés et des hôpitaux qui ne le sont pas assez. Et sans entrer dans le détail, il faut bien comprendre que les calculs de productivité vont permettre de dire donc quels établissements ont des budgets trop élevés et quels établissements ont des budgets trop bas. Et le choix qui est fait est de se servir au début de ces instruments, le système d'information, le calcul de coûts, pour réallouer les budgets à la marge. Donc c'est un choix, on va dire, avec tact et mesure. On gouverne par les budgets, puisque les hôpitaux sont toujours payés sur la base d'un budget reconductible d'une année sur l'autre, mais qui est progressivement ajusté. C'est le mécanisme qui est appelé point ISA. Bon. On pourra revenir évidemment sur les difficultés de mettre en place ces instruments et sur leur mise en place plus ou moins effective. Mais ce sont les principes de la régulation qui sont exposés. À partir de 2004, on arrête de reconduire le budget des hôpitaux et plus précisément à partir de 2007, la T2A est votée en 2004 et le principe en est simple, en apparence bien sûr, les hôpitaux sont désormais payés en fonction des séjours qu'ils prennent en charge, en grande partie payés en fonction des séjours qu'ils prennent en charge et chaque coût moyen est transformé en tarif. Là aussi, on pourra y revenir, c'est évidemment tout sauf évident. Et donc, les hôpitaux n'ont plus des budgets, ils ont des tarifs et une situation financière. C'est l'expression qui commence à apparaître de plus en plus dans les rapports à cette époque-là. Et ce n'est évidemment pas du tout la même chose. Les recettes fluctuent davantage et de nombreux établissements se retrouvent en difficulté quand d'autres gagnent, et c'est l'expression qui devient consacrée alors, des parts de marché. Deuxième point de l'ouvrage, bien évidemment, toute cette architecture n'a rien d'évident. Et la deuxième partie du livre propose de voir précisément quelles sont les controverses relatives aux coûts et aux tarifs hospitaliers. Et elles peuvent au fond se résumer ainsi. Le calcul de coûts et la fixation des tarifs sont contingents. Ils définissent les modes de soins et donc peuvent être mis en débat. La façon dont sont définis les groupes de malades, celle dont sont calculés les coûts, celle dont est fixé un tarif, tout cela n'a rien d'évident et est à la racine de disputes politiques et métrologiques. Alors je prends souvent l'exemple dans mes interventions du cas de la mucoviscidose. Là ici je vais prendre celui de l'hôpital public pour montrer en quoi est-ce que le calcul implique également une définition des objets calculés. Dans les années 80, dès les années 80, la question de la différence de coût entre le public et le privé est posée et plusieurs problèmes sont soulevés. Y a-t-il un écart entre le public et le privé? S'il y a écart, de combien et cet écart de coût. Et si on arrive à identifier un écart de coût entre le public et le privé et à le calculer, la troisième question c'est est-il justifié ? C'est-à-dire, est-ce que l'hôpital public est légitimement plus cher que le secteur privé? Et ce sont ces questions qui sont en jeu avec la T2A et qui font dire que la façon dont les choses sont calculées ont non seulement évidemment des conséquences, mais surtout définissent les choses. Et en l'occurrence, pour être très clair, si on attribue un tarif supérieur pour le public, cela a un sens politique. Le public coûte légitimement plus cher que le privé, qui doit dès lors être moins bien payé. C'est en cela que la quantification et la qualification sont imbriquées. Pour conclure, je souhaiterais aborder une question qui n'était pas si présente que ça dans la thèse, ou alors de façon assez sourde, et qui s'est posée avec la publication du livre. Cette question, c'est celle de la critique. Pour ce qui concerne les politiques sociales, les services publics, une façon habituelle de faire de la critique, dès lors qu'on aborde ces sujets, c'est de mobiliser des grands mots, des grands termes, ce qui suppose un positionnement assez clair. Est-ce qu'on parle de néolibéralisation? Dans le cas de la politique hospitalière, c'est tout sauf évident. Est-ce qu'on parle de marchandisation? On pourra y revenir. D'une certaine façon, oui, dès lors qu'on importe au sein de la régulation publique des principes venant du marché, non, dès le moment où on ne met pas sur le marché un certain nombre de biens et services. Est-ce qu'on parle d'une économicisation? Très clairement, oui, avec le cas de l'hôpital public. Est-ce qu'on parle de performance? Oui. Est-ce qu'on parle de performance économique? Oui. Après, est-ce que cette performance a un intérêt ou pas? C'est évidemment une autre discussion. L'éthique et la qualité des soins disparaissent-elles derrière la rationalité économique et gestionnaire? Là encore, c'est une question qui est tout sauf évidente. On peut dire que
non, ce sont des catégories qui ne disparaissent pas, mais qui par contre sont amenées à se recomposer. Donc c'est un ouvrage qui est sans doute un peu décevant de ce point de vue, c'est qu'il n'offre pas une critique évidente, mais des outils pour en formuler une plus précise. Les acteurs, après, qui portent ces critiques, jugeront de la pertinence ou pas d'utiliser une critique fine, parce que ça n'a rien d'évident. Une critique aussi, des fois, elle a besoin d'être assez catégorielle pour être efficace. Et sur ce point, j'ai envie de revenir à une question qui a été posée il y a un mois, lors de la dernière matinale de l'IFRIS par Soraya Boudia. Comment analyser sérieusement et finement les processus d'économicisation sans tomber dans un discours réducteur et dénonciateur? Et préciser Soraya Boudia, tout cela sans non plus fragiliser la critique. Parce que dire que ces concepts ne sont pas forcément adaptés à la situation qu'on observe, ce n'est pas nier non plus les problèmes de l'hôpital public, ce n'est pas prendre les contestataires d'hôpital debout de haut en leur disant « Messieurs, dames, vous n'utilisez pas le bon concept, votre critique n'a pas de pertinence ». Si les sciences sociales commencent à faire ça, elles incarneraient dans ce cas-là un rôle l'image pourrait être de briseur intellectuel de grève quasiment. Donc il me semble que le livre donne des prises sur la situation actuelle et permet une critique plus fine. Il me semble que c'est des questions qui sont assez importantes, notamment dans le cadre des travaux conduits à l'IFRIS, et j'espère que c'est un livre qui pourra y contribuer. Je vous remercie de votre attention. Je voudrais tout d'abord remercier Pierre-André, parce que j'avais eu l'opportunité d'avoir différentes discussions avec Pierre-André à différents moments ces derniers mois et ces presque dernières années. Et le fait de pouvoir lire son livre est quand même quelque chose qui est important, parce que ça vous permet d'avoir d'une certaine manière la pensée à un moment donné et de manière peut-être un peu plus organisée qu'on ne peut l'avoir dans une discussion. Dans une discussion qui reste toujours un petit peu déstructurée, on va dire. Donc, merci pour cette opportunité et merci pour cette possibilité de faire un commentaire. Alors, je dois dire que j'étais un petit peu embarrassée par cette idée du commentaire. D'abord parce que les économistes, c'est pas vraiment leur pratique habituelle. Les commentaires, ils savent pas trop faire. Et puis la deuxième chose, c'est que, et puis je me suis dit que c'était quand même ça qu'on me demandait de faire, d'être un économiste de la santé. Ici. Donc, en fait, la raison pour laquelle j'étais un petit peu embarrassée, c'est que, comme vient de le dire Pierre-André, je crois que ce livre, il justifie plusieurs lectures. Et il a plusieurs audiences possibles. La première me semble être celle de personnes qui sont peut-être un peu éloignées du champ de la santé et qui vont pouvoir se familiariser avec un certain nombre d'outils, mais aussi de certain nombre de situations, comprendre leur complexité, la diversité des acteurs, les acronymes. Je pense que il y a un travail très très important au plan formel de la part de Pierre-André pour avoir rendu cette lecture beaucoup plus aisée. Mais en tout cas, il me semble que là, on a un ouvrage. Pierre-André parlait de cette lecture, de ce livre qui peut être lu par d'autres personnes à l'hôpital. Je crois que le contrat est rempli. C'est-à-dire qu'on a un livre qui va permettre d'apprécier l'analyse des instruments dont les hôpitaux, à l'incitation des pouvoirs publics, se sont dotés pour gouverner l'hôpital, d'en saisir une histoire déjà longue, 35 ans, et pour des instruments de nature économique, je dirais que c'est assez remarquable. Et cette histoire, elle nous est retracée et analysée avec beaucoup de finesse. Cette lecture, elle permet aussi d'apprécier ce que ces instruments font très concrètement au quotidien à l'hôpital. Et je pense qu'un certain nombre d'exemples qui sont pris dans ce livre, je pense à Madame Martin, qui ne vaut pas le coup, donnent de la chair et peut-être font comprendre ce que cela signifie aujourd'hui d'avoir ces instruments au quotidien dans la gestion de l'hôpital. Donc, première lecture qui permet d'appréhender peut-être avec plus d'aisance le fameux trou de la Sécu dont on nous a dit il y a quelques semaines qu'il était maintenant résorbé, les raisons pour lesquelles la santé a non seulement un coût mais également un prix. Et c'est un point sur lequel je reviendrai, et puis de mieux comprendre pourquoi on a toujours cette histoire de l'hôpital public coûte trop cher.
Donc ça, c'est la première lecture et ça me paraît être le premier lectorat qui peut tirer un grand intérêt de cet ouvrage. La seconde lecture, c'est plus celle que pourrait faire quelqu'un comme Frédéric Pierru, qui est autour de l'évolution du modèle français d'État-providence. Et je pense que le trio PMSI, donc système d'information, point ISA, T2A, tarification à l'actualité, pas à l'actualité, mais à l'activité. Alors on peut y voir le tournant néolibéral, on peut y voir le déploiement du New Public Management. Je pense qu'on peut y voir aussi l'abandon de politiques keynésiennes, en tout cas d'inspiration keynésienne, dorénavant présentées comme insuffisamment préoccupées par le déficit des dépenses publiques, abandon au profit de politiques de l'offre qui sont soucieuses, elles, d'efficience, de choc de compétitivité et de croissance économique. Mais la troisième lecture, et c'est celle que je vais adopter dans la suite de mon commentaire, c'est ce que ce livre montre de la manière dont les économistes de la santé pensent la santé. Alors j'ai choisi cette lecture à la fois parce que je suis économiste de la santé, mais aussi parce que quand je discutais du livre de Pierre-André avec certains de mes collègues économistes, lorsque je leur parlais de la notion d'hôpital entreprise, d'hôpital producteur de soins avec un acheteur unique, l'assurance maladie, je force évidemment le trait, les analyses de Pierre-André Juven sont beaucoup plus fines. En fait, mes collègues économistes n'y voyaient qu'une confirmation de ce dont ils étaient convaincus. C'est bien comme ceci qu'ils définissent l'hôpital. Et comme avec beaucoup d'économistes, le prescriptif n'est jamais très loin, c'est bien comme ceci qu'il faut conceptualiser l'hôpital et l'inciter à se comporter. Et donc, cette apparente évidence, moi, elle m'interrogeait. Et je me suis dit, en fait, il faut revenir. Pourquoi est-ce qu'il est logique, entre guillemets, ou en tout cas cohérent pour la plupart des économistes de la santé qui travaillent sur l'hôpital, de penser l'hôpital comme une entreprise qui produit des soins sur un marché. Évidemment, là encore, les analyses sont plus subtiles, mais j'essaye simplement de pointer un certain nombre de choses. Donc, pourquoi est-ce que, quelque part, concevoir l'hôpital comme une entreprise qui produit des soins sur un marché s'inscrit dans la lignée des travaux qui ont un peu construit et fondé l'économie de la santé? Et je ne fais absolument pas, je ne m'inscris pas dans le briseur de débat. Au contraire, je pense que il me semble que si on veut avoir et qu'il va être nécessaire d'avoir cette analyse critique des processus d'économisation et de mise en marché, on ne peut pas totalement faire l'impasse des modèles et de la théorie économique qui, à un moment ou à un autre, peut sous-tendre, au moins en partie, les développements de ces instruments. Et je ne fais en rien impasse sur ni le livre de Pierre-André, ni un certain nombre de travaux. Je pense notamment aux travaux de Jean-Claude Moidon, qui a eu une analyse extrêmement intéressante notamment des instruments PMSI et T2A. Donc je voudrais revenir rapidement, évidemment, à très grands traits sur ce qui fonde l'économie de la santé pour comprendre pourquoi ce cadrage théorique permet aux économistes de conceptualiser les établissements hospitaliers de cette manière, donc producteurs de soins sur un marché qui est certes défaillant, mais pour lequel il n'y a aucun obstacle théorique à tenter de le rapprocher d'un marché standard. Et on verra que les outils tels que PMSI ou tarification à l'actualité, dans une telle perspective, en fait, vont trouver toute leur place. Et j'évoquerai en conclusion en quoi cette approche de l'hôpital, en fait, met à jour un angle mort du raisonnement des économistes de la santé, à savoir qu'est-ce que c'est que le soin. Donc, revenons un petit peu sur qu'est-ce qui fonde, en fait, la majorité des travaux d'économie de la santé aujourd'hui. Clairement, en majorité, il s'agit de travaux de microéconomie appliquée qui mobilisent une théorie générale, la théorie néoclassique. Et donc, en fait, quand on regarde un peu, et il y a des très bons travaux, y compris anglo-saxons, mais aussi français, en fait, on voit que l'économie de la santé, elle s'est déployée en gros à partir des années 70, même si d'autres économistes avaient écrit il y a bien longtemps sur la question de la santé. Mais enfin,
l'économie de la santé, je dirais en tant que discipline académique, va commencer véritablement à prendre son envol à partir des années 70, notamment dans les pays anglo-saxons, un peu plus lentement en France. Et en fait, quand on regarde l'un des papiers, qui est un peu un papier, un grand classique de l'économie de la santé, je pense à l'article publié par Grossman dans Journal of Political Economy en 72, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la santé, c'est à la fois un capital, c'est aussi un investissement et c'est aussi un bien de consommation. C'est-à-dire que les individus ont un stock de santé dans lequel ils vont décider d'investir ou au contraire qu'ils vont consommer comme ils le feraient de n'importe quel autre bien. Et dans ce modèle, les consommateurs vont avoir une demande de santé et la demande de soins de santé, c'est une demande qu'on appelle dérivée. C'est une demande pour améliorer leur santé. Et donc, en fait, dans ce modèle, les individus ont un problème qui est un problème d'allocation de leur temps et un problème d'optimisation. Ça veut dire qu'au plan conceptuel, les soins médicaux sont des biens ou des services, je parlerai de biens par simplicité, sont des biens qui peuvent faire l'objet d'une transaction comme n'importe quel autre bien ou service susceptible de contribuer au bien-être des individus. Et ça, c'est un propos qui sera réitéré très régulièrement dans les travaux et dans les articles qu'on peut considérer comme fondant l'économie de la santé. Alors, ceci étant dit, on a un deuxième élément central dans le cadre théorique de l'économie de la santé, qui est de comprendre pourquoi est-ce que la santé, même si ces échanges conceptuellement, il n'y a pas de différence de raison de les penser différemment, en fait, les échanges s'éloignent des conditions du marché standard. C'est ce qu'on va appeler dans le langage des économistes les défaillances du marché. Et c'est là-dessus que beaucoup de travaux vont se concentrer. Et tandis que Grossman adopter l'hypothèse de souveraineté du consommateur. Dans la lignée d'Arrow, en particulier, à partir de 63, donc un petit peu avant, en fait, l'hypothèse qui va être retenue, c'est celle qu'on a bien un homo economicus en matière de santé, mais dont le comportement va être sous contrainte d'une asymétrie d'information, qui sont des mots qu'on retrouve tout à fait dans le livre de Pierre-André. Et en fait, avec cette notion d'asymétrie d'information, on va voir se développer toute une série d'autres approches, ce qui va nous amener à la question PMSI et T2A, c'est ce qu'on appelle les modèles de l'agence. Et l'idée des modèles de l'agence, c'est que en matière de santé, bien sûr, on a un consommateur, mais que ce n'est pas un consommateur qui est pleinement informé et qu'il faut prendre cet élément en considération de manière sérieuse. Et pour quelqu'un comme Michel Mougeot, qui est un économiste économiste qui a beaucoup travaillé dans la santé, la théorie de l'agence, c'est la seule capable de rendre compte des dysfonctionnements d'un système considéré comme un ensemble d'agents décentralisés poursuivant des objectifs différents en situation d'information imparfaite. Alors, la relation d'agence, c'est pas quelque chose qui est pensé pour la santé, mais c'est quelque chose qui va être saisi par les économistes de la santé et dans de multiples circonstances. Et la relation d'agence, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est une relation entre ce qu'on appelle l'agent, celui qui va agir pour le compte de quelqu'un. Ce quelqu'un, ça s'appelle un principal dans le jargon. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette personne pour qui on agit, elle ne connaît pas l'intégralité de l'information dont dispose celui qui va agir pour elle. C'est ça la symétrie d'information. Et la manière dont on le décline en santé, c'est déjà pour les économistes, ça va être de formaliser la relation médecin-patient de cette façon-là. Le médecin va agir pour le compte du patient sans que ce dernier sache au moment de la transaction si ce que fait le médecin est ce qui est bien pour lui, patient. Or, si vous continuez le raisonnement économique, il peut y avoir une contradiction entre le fait d'agir pour promouvoir le bien-être du patient et l'intérêt égoïste, homo economicus, notamment financier du médecin. D'où des possibilités d'induction de la demande de soins qui ont occupé pas mal d'économistes de la santé. Alors, en réalité, cette induction de la demande de soins, on peut effectivement la mettre à jour, mais on peut aussi avoir de grandes difficultés et très rapidement, assez rapidement, les économistes ont commencé à introduire dans leur modèle la notion d'altruisme, la notion d'éthique médicale et plus récemment les questions de motivation intrinsèque et extrinsèque. Mais la relation d'agent, et là on vient sur l'hôpital, elle va être également utilisée pour formaliser les relations entre tutelle et hôpital, ou entre pouvoir public et hôpital, qui sont elles aussi marquées par les mêmes problèmes d'asymétrie d'information et les mêmes risques.
la tutelle n'est pas en mesure de connaître la formation des coûts d'un établissement hospitalier. Donc, en gros, la tutelle ne sait pas ce qu'elle achète et donc elle est à risque de payer plus cher. Mais d'un autre côté, la tutelle ne sait pas non plus ce que l'établissement hospitalier, en quoi il est prêt ou pas à écouter ce que la tutelle ou les pouvoirs publics souhaiteraient qu'il fasse. Et donc, le problème, c'est que les tutelles ou les pouvoirs publics, je prends tutelle parce que c'est le mot économique qu'on utilise, eh bien, comme elles ne peuvent pas observer l'action des établissements, elles sont, entre guillemets, à risque de se voir imposer des coûts supplémentaires. Ce qui veut dire qu'elles doivent construire un système d'information sur ce que les résultats, voire sur ce que produit l'hôpital. Et donc, on voit bien qu'au nom de l'efficience, il va falloir promouvoir des marchés qui vont générer une information afin de permettre aux tutelles d'organiser les incitations en direction des établissements, de sorte que l'efficience soit obtenue à leur avantage mutuel, avantage de l'établissement, avantage de la tutelle. Donc, cette analyse en termes de relations d'agence, elle va conduire à la nécessité d'un contrat entre tutelle et établissement, dans lesquels les tutelles vont inciter les hôpitaux à donner de l'information et à agir dans le sens de leur intérêt. Et donc, on peut tout à fait faire cette lecture au travers de l'ouvrage de Pierre-André, au travers de cette analyse économique et de la manière dont, en fin de compte, le programme de système médicalisé de système d'information, c'est un outil, la T2A, c'est un outil du contrat. Et je pense que ce qui est intéressant quand Pierre-André rentre dans la cuisine, c'est qu'il nous montre en fait l'analogie qui est poursuivie entre un processus de production d'un bien marchand quelconque et le processus de production de soins à l'hôpital, avec recherche de standardisation dans la nature des prestations, dans la manière dont ces prestations sont effectuées. Pour être plus efficient, l'hôpital doit être un système de production dont les dirigeants et aujourd'hui les responsables de pôles d'activité doivent raisonner en termes de gamme, à mieux structurer pour en réduire le coût et aller vers des activités qui dégagent des marges, et puis diversifier leur gamme de production pour prendre des parts de marché. Évidemment, il y a un rôle accru qui est donné aux incitations financières, d'où l'importance de la T2A, même si au début, quand on a fait le PMSI, on a dit « Oh, bien sûr, on ne fera jamais de tarification à partir de là ». Très clairement, avec la T2A, vous avez des prix, plus exactement des tarifs, puisque ce sont des biens tutélaires, qui donnent des signaux économiques. Et ce que montre évidemment Pierre-André, c'est qu'en fait, les tutelles vont utiliser ça, mais pour envoyer différents types de messages. Pas seulement l'efficience à l'hôpital, mais aussi l'objectif de satisfaire un certain nombre de besoins, etc. Et tout ça, ce n'est pas obligatoirement des signaux qui sont complètement compatibles au travers d'une seule chose qui est la T2A. Et d'ailleurs, au plan de la théorie économique, la tarification à l'activité comme mode de paiement n'a aucune vocation à assurer une couverture optimale, voire équitable des besoins, ni à améliorer la qualité des soins. C'est une recherche d'efficience et si vous vous préoccupez de questions d'optimalité, de couverture, d'équité, de qualité, il faut mettre d'autres indicateurs et d'autres incitations, d'autres mécanismes régulateurs en place. Par contre, ce qu'on est censé faire avec les T2A, toujours selon la théorie économique, c'est de créer davantage de transparence dans l'allocation des ressources, d'équité, mais entre les établissements, pas entre les personnes recevant des soins, c'est pas exactement la même chose, et de leur adresser un signal économique conduisant à un surcroît d'efficacité par rapport à une hypothèse de situation caractérisée par de nombreuses zones de sous-productivité. Donc en fait, juste pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des économistes de la santé qui sont, pour l'essentiel, presque exclusivement préoccupés par les questions d'efficience et en fait qui continuent à privilégier le marché comme institution. C'est-à-dire que, c'est ce que rappelle très bien Robert McMaster, il dit le marché, ça conserve sa centralité analytique dans les travaux des économistes de la santé. Les économistes sont des individus autonomes, les individus qui représentent aussi sont des préférences exogènes, ils ont une rationalité instrumentale. Donc, à partir du moment où vous conceptualisez la relation, notamment entre médecins et patients, et plus largement entre tutelle et hôpital, mais je reviendrai sur médecin-patient en conclusion, pour cette conclusion, à partir du moment où vous pensez la question en termes de relation d'agence, le patient devient un consommateur de soins,
Les soins, c'est un ensemble de biens et de services qu'il convient de délivrer avec une bonne qualité pour que le consommateur soit quand même relativement content et qu'il revienne éventuellement pour le fidéliser. Et l'hôpital devient un producteur soucieux de gamme de produits, de son positionnement sur le marché des soins. Mais du fait de l'hypothèse de rationalité instrumentale, les économistes attachent peu d'attention à la notion même de soins. Ce faisant, et je prêche sans doute devant des convaincus, mais ils ignorent largement la diversité de ces formes de production, qu'au contraire, ils vont chercher à réduire et à standardiser. Donc, ils ignorent largement la diversité de ces formes de production, mais aussi ces dimensions moins tangibles et mesurables, plus morales, éminemment sociales, dimensions qui sont largement investiguées par les sciences sociales de la santé et l'éthique du care. Et un mouvement s'ébauche aujourd'hui pour essayer d'intégrer dans les travaux d'économie de la santé une conceptualisation plus riche de la notion de soin, de quitter les chemins de la microéconomie standard. Et je pense que ça n'est pas le moindre des éléments importants du livre de Pierre-André que de nous appeler en tant qu'économistes à la nécessité de réouvrir et d'ouvrir ce programme de recherche sur qu'est-ce que c'est que le soin et comment est-ce que les économistes de la santé peuvent aujourd'hui prendre au sérieux la notion de soin et arrêter de la considérer simplement comme un bien et un service qu'on peut acheter sur quelque chose qui, si tout va bien, restera ou deviendra un marché. Voilà. Oui, je veux bien dire deux, trois mots. Merci Catherine d'abord pour ces commentaires. Trois réactions plus précisément. La première concernant ce que tu dis concernant la pertinence de penser l'hôpital comme une entreprise et la place que ça a dans l'esprit d'un certain nombre d'économistes de la santé. L'explication. En tout cas, ce que moi j'ai vu dans la recherche que j'ai conduite, c'est que cette pertinence et cette idée qui s'ancre et qui s'est désormais ancrée. Alors, le mot entreprise maintenant est galvaudé, du coup peut-être que les économistes de la santé ne l'utilisent plus comme ça, mais l'idée en tout cas d'une entité produisant de façon efficiente, ça c'est devenu une forme d'évidence. Elle s'explique parce que au moment des années 70 et 80, on a une conjonction qui permet trois choses. La première, c'est évidemment le ralentissement économique des années 70, qui fait qu'il y a au niveau des sphères publiques une volonté de réduire les dépenses, notamment en matière sociale. Bon, ça c'est un mouvement qui a été très, très documenté. Le deuxième point, c'est le fait que des individus aillent se former aux États-Unis au management de la santé, au management d'abord, puis ensuite au management de la santé. Donc ça, c'est toute l'équipe qui arrive au début des années 80 à la direction des hôpitaux avec Jean de Cavarez-Douai notamment. Là aussi, ça a été très documenté par Daniel Benamouzik, Frédéric Pierru. Et il y a un troisième point qui est souvent ignoré dans ces histoires-là et qui, moi, me paraît très important en fait, dans le fait que l'hôpital devienne une entreprise. C'est le développement dans les années 70 des sciences de gestion en France et une tournure très particulière qu'elles vont prendre. Et j'y reviendrai, puisque jusqu'à la fin, on va dire, jusque-là, les sciences de gestion vont travailler sur le métro, à l'école des mines, en tout cas, c'est ça. Ils travaillent sur le métro, sur l'usine, sur des entités qui, a priori, collent aux gestionnaires. Et dans les années 70, à l'école des mines, donc on a des ingénieurs très particuliers, de même qu'à Polytechnique, et on retrouve à chaque fois les mêmes personnages. C'est Gérard de Pouvorville, Jean-Claude Moidon, naît l'idée de travailler sur la santé aussi. Et donc, c'est là aussi où se fait cette convergence entre l'hôpital, la santé et le monde de l'entreprise. Donc il y a à mon avis ces trois points avec un deuxième élément de réflexion par rapport à ce que tu disais, et c'est ce qui est intéressant concernant cette appréciation des économistes, c'est que les économistes ont du mal à envisager les variations dans l'exercice du soin, pour le dire simplement. Ce qui est intéressant, c'est que les gestionnaires, en revanche, oui, en tout cas, ils essayent de le prendre en compte, et quand on regarde tous les travaux qu'ils ont produits, puisqu'en plus de mettre en place et de participer à l'élaboration des instruments, ils ont écrit sur la mise en place de ces instruments, ils ont essayé d'analyser leur rôle dans ce processus, et ce qu'ils racontent dans leurs ouvrages, dans leurs articles, c'est que
ils essayent d'intégrer au fond une part de sociologie dans leur réflexion économique, d'articuler les deux, ce que font les sciences de gestion, cette espèce d'articulation entre la sociologie des organisations, du management, de l'économie de la santé. Bon. Et on voit très bien dans leurs écrits qu'ils tiennent compte, en tout cas, ils annoncent tenir compte de cette difficulté à convertir l'hôpital en une entreprise, à identifier des... Et donc, ce qu'ils vont faire dans les années 80 et 90, c'est élaborer tout un tas de précautions, alerter le ministère sur le fait que si on met en place un système de coûts, il faut surtout pas s'en servir pour tarifer. Parce que si on se met à s'en servir pour tarifer, toutes les précautions liées aux variations concernant l'activité du soin, toutes ces variations, on ne pourra pas vraiment en tenir compte et il y a des hôpitaux qui vont se retrouver pénalisés. Au début des années 80, Jean-Claude Moidon, donc, qui va être un des artisans principaux de cette histoire, dit clairement dans une communication à l'école des mines, si on met en place une tarification, on conduit des hôpitaux publics à la banqueroute. Bon, un temps plus tard, on met évidemment la tarification pour les hôpitaux et on a aujourd'hui des hôpitaux publics qui sont en situation de, alors est-ce que c'est une banqueroute, est-ce que c'est une faillite, mais qui sont en tout cas dans des situations financières tellement graves que l'État est obligé de mandater des inspecteurs de l'IGAS pour reprendre la main sur les établissements et remettre les comptes à flot en fermant des services, en réorganisant, etc. Donc il y a une différence assez intéressante entre les sciences de gestion et les sciences économiques avec ce côté ingénieur et puis évidemment l'histoire française du calcul économique. Et le troisième point que je voulais faire, c'est pourquoi est-ce qu'au fond les hôpitaux sont prêts à accepter qu'on sache ce qu'ils font et pour combien ils le font. Ça, c'est une question qui revient assez souvent et qui n'est pas finalement la question centrale de l'ouvrage. C'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais du coup c'est important d'y répondre. Il y a évidemment le fait que la mise en place du système d'information dans les hôpitaux a impliqué un échantillon d'hôpitaux. Donc on va chercher des volontaires, une cinquantaine, ce qui fait qu'on embarque quand même quelques acteurs, quelques professionnels dans la mise en place de ce système-là et dans cette transformation, ce qui fait que ça se diffuse au sein du monde hospitalier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est évidemment que la mise en place de ces instruments ne se fait pas par discussion entre l'ensemble des hôpitaux et le ministère, mais entre le ministère et des représentants des hôpitaux publics. Et là, il y a évidemment une structure qu'il faudrait étudier très très en détail, c'est la Fédération hospitalière de France. Et les passages qui existent entre la Fédération hospitalière de France et les ministères et les milieux politiques sont évidemment très importantes. Et il y a enfin un troisième point qui est important, qui n'est pas l'unique point, mais qui est très important, c'est la force de contrainte des instruments. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont installés et une fois qu'ils commencent à se diffuser, il est évidemment très difficile pour un hôpital, quand les autres ont mis en place la comptabilité analytique et le système d'information, de dire « moi je refuse de mettre en place ce système », d'autant plus qu'au bout d'un moment il devient obligatoire par force de loi. Et la force la plus contraignante des instruments, c'est évidemment la tarification à l'activité, qui en est l'exemple majeur, puisque la T2A consiste à dire de toute façon, si vous ne nous dites pas ce que vous faites, on ne vous paye pas. Et même si vous nous dites mal ce que vous faites, on vous payera dans un premier temps, puis on viendra contrôler ce que vous nous avez dit, et si vous ne nous avez pas dit la vérité, ou si vous êtes trompé dans la façon de le dire, on vous reprendra l'argent. Donc c'est ça qui fait que les hôpitaux en fait ont été contraints et en même temps se sont engagés aussi dans ces démarches-là. Voilà, c'était les 3 points que je voulais faire. Je vais en poser une, puisque... Alors, d'abord, je suis absolument fasciné par ce débat parce que ça renvoie à cette idée de comment on passe d'une qualification à une quantité pour des objets aussi peu palpables que l'accès aux soins, qui est un service, comme tu disais, et que les économistes traitent comme un bien, précisément. Donc il y a déjà une transformation de la matérialité de la chose qu'on mesure. Et Nicolas Orez me disait en 1350 qu'on passe, que la quantité n'est rien d'autre qu'une qualité qu'on mesure. Ça désigne aussi un lieu où on fait cette mesure. Je trouve que le grand mérite de ce travail, c'est de désigner les lieux où se fait la mesure. Et ça n'est pas le marché qui est une sorte d'entité générique, ou la performance qui est une entité générique, mais une façon de mesurer avec des acteurs très spécifiques, etc. Je pense que déjà, qualifier les acteurs, ça
ça permet de dépasser le débat. Alors ma question, c'était est-ce qu'il n'y a pas une autre raison en fait à cette multiplication des objets de quantification, au-delà du projet idéologique de faire qu'on pilote l'hôpital sur la performance plutôt que sur un modèle plus générique d'accès aux soins, etc. Est-ce que ça n'est pas aussi une sorte de pression de l'international, où on se met à se mesurer par rapport à l'international? Est-ce qu'on a eu ça en France, dans les années 70 ou début des années 80? Est-ce qu'on a assisté à une obligation d'utiliser des critères de mesure qui étaient appliqués ailleurs au nom de cette même efficacité? Est-ce qu'il y a eu des acteurs qui se sont fait les défenseurs, disons, d'un instrument de mesure? J'en sais rien, hein, c'est vraiment une question. Et la deuxième question, elle est peut-être liée à ça, c'est en sociologie de la santé, si j'ai bien compris, en économie de la santé, sur la santé de manière générale, on assiste à cette sorte de pharmacisation des analyses. Enfin, le médicament devient une sorte de modèle de référence, un petit peu de... et on regarde la manière dont l'objet médicament circule, et à partir de ça, l'analogie devient médicale, disons. Elle n'est plus une analogie par rapport à quelque chose qui était d'un autre domaine. Et est-ce que c'est pas lié justement à la création de marchés mondiaux dans lesquels certains des acteurs, comme les entreprises pharmaceutiques, peuvent le faire dans le domaine des médicaments, sont extrêmement puissants dans la manière de s'imposer? Est-ce qu'il existe un marché mondial? Et est-ce que quand on est Grossman, on pense au marché en termes de marché mondial, ou bien on pense au marché de l'Illinois ou de Paris? Oui, moi j'aimerais bien poursuivre ce qui a été engagé sur la question du rapport aux soins et à la façon dont ces outils déplacent ou pas. C'est-à-dire revenir. Bon, il y a une partie qui est extrêmement convaincante dans le livre, qui est celle où tu racontes comment vaincre la mucoviscidose, c'est à tenter de se saisir du calcul et d'en déplacer le périmètre pour aboutir à une autre estimation de ce que sont les coûts et prendre en charge des choses qui ne l'étaient pas initialement dans les premiers calculs proposés par l'administration, etc. Et ma question, c'est jusqu'où ça va cet effet de ces nouveaux instruments de calcul sur la fabrique de soins? C'est-à-dire, il y a toute une série de choses. Et quand je dis jusqu'où ça va, c'est pas seulement en termes, disons, de périmètre général qui va être associé à un moment donné à une pathologie ou à un groupe de pathologies quand ils sont constitués, donc d'une certaine manière en volume, mais en estimation financière du coût, mais aussi, est-ce qu'on peut dire que ça a un impact en termes de forme de soins? Et du coup que ça déplace les pratiques, pas seulement en termes de on fait rentrer ou on fait pas rentrer, mais ça affecte aussi les modalités de soins, et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont rentrer beaucoup plus facilement, bon, et qui du coup vont être privilégiées et vont modifier le travail de soins et le travail clinique lui-même. Alors moi j'ai une question sur la relation entre donc tous les travaux sur les outils de gestion et les travaux de sociologie du travail à l'hôpital et sur le travail concret, puisqu'on a des travaux, et notamment au laboratoire, sur le travail infirmier, l'évolution du travail infirmier. Il y a même des infirmières qui publient des revues pour montrer l'évolution de la forme même de ce travail, sa codification, aussi d'ailleurs une objectivation par des outils du travail concret sur notamment les temps de travail, etc. Donc, alors j'ai pas encore lu ton ouvrage et veux bien m'en excuser, mais est-ce que dans ton ouvrage ou est-ce que dans tes préoccupations, comment peut-on faire le pont, et le pont est-il fait entre les différents ouvrages que tu as traités sur les outils de gestion et les réformes, et d'autre part sur l'évolution de la mise en forme du travail? Alors la deuxième question qui est, alors puisqu'on a parlé de grève tout à l'heure et de briseurs de grève,
la critique dans les os de grève. C'est l'articulation justement entre la gestion à l'hôpital et les grèves à l'hôpital. Et est-ce que, ma question est la suivante, dans quelle mesure les salariés, les syndicats à l'hôpital se sont-ils appropriés et ont-ils discuté, se sont-ils saisis de ces outils de gestion, les ont-ils contestés? Est-ce que dans tes enquêtes, est-ce qu'il existe un corpus, par exemple des tracts ou des discussions où on s'en est pris aux outils de gestion? Je dis ça parce qu'il y a eu des travaux en sociologie dans les usines où on montre comment les syndicats, par exemple les travaux de Jean Lochkin dans les années 90, où on montre comment des syndicalistes discutent les outils de gestion, les indicateurs de productivité, etc., dans les ateliers, dans l'automobile, etc. Est-ce qu'on a cette chose-là ou pas? Parce que tu parles d'activisme gestionnaire. Alors, jusqu'où il va l'activisme gestionnaire? Oui, c'était pour rebondir sur ce qui a été dit avant, notamment sur la modification des pratiques cliniques. Moi, je travaille à l'hôpital, justement, et puis je fais une thèse en sciences humaines. Et notamment sur le plan psy, il y a vraiment une tendance actuellement à ce que ce soit l'évaluation elle-même qui soit le soin. C'est-à-dire que c'est plus... alors oui, c'est là où je voulais l'articuler aussi au niveau international, parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de standardisation. Et là aussi, enfin vous n'en avez pas parlé, donc il y a l'aspect aussi des labos pharmaceutiques qui rentrent là-dedans. Enfin, il y a des enjeux de pouvoir qui viennent avec toute cette construction des diagnostics. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a tellement d'évaluation des soins qu'au bout d'un moment, l'évaluation devient le soin elle-même. À partir du moment où le patient a son diagnostic, il est guéri. Alors qu'il n'a pas encore été soigné. Mais c'est très intéressant, c'est à quel point ça se passe, même pour le patient, en fait. C'est incroyable. Il dit, du coup, c'est bon, je sais ce que j'ai. Et c'est ça, en fait. Il est guéri parce qu'il sait ce qu'il a. Et là où ça déplace aussi les pratiques, c'est qu'il y a quand même aussi un retrait du pouvoir médical qui n'est plus du côté du médecin, mais qui est du côté de tous les instruments techniques. Je vais donner un exemple. En neurochirurgie, il y a maintenant des neuroradiologues. Alors, ils ne sont pas du tout médecins, ils n'ont jamais affaire à un patient, mais par contre, c'est eux qui font les diagnostics et qui déterminent le traitement qu'il va y avoir par rapport à la radio ou le scanner. Et donc, en fait, le médecin dépend du neuroradiologue pour établir son diagnostic sur le patient que lui rencontre. Donc, ça passe par un tiers qui est entre le médecin, la technique, et donc il lit en fait déjà un résultat qui a été produit par une technique, et donc ça fait qu'il y a plein d'acteurs comme ça qui arrivent entre les deux. Et donc je rebondissais là par rapport à ce que vous aviez dit aussi sur, c'est beaucoup plus complexe qu'en fait que médecin malade, quoi. Il y a plein d'autres choses qui arrivent entre les deux, et voilà. Bonjour à tous. Donc moi je suis architecte, mais voilà, je m'intéresse depuis longtemps à l'architecture des lieux de santé. Je voudrais simplement peut-être faire part et je me suis intéressée à la qualité en santé et également dans mon entreprise. Lorsque vous dites que effectivement que c'est quand on conçoit un hôpital comme un lieu de production de soins, est-ce que et qu'on en extrait plus que une vision d'entreprise de l'hôpital. Moi, je voudrais dire quand même que un système de production, c'est aussi la base d'un système de qualité, et ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. C'est les fameux processus d'accréditation et l'ensemble. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne peut pas élargir un petit peu, peut-être qu'en France, où les économistes français ont fait de cette démarche processus, qui est la base de la qualité de toute production de services et de biens, et qui est une nécessité, enfin, à mon sens, parce qu'elle structure les processus de toute entreprise, de toute activité. Est-ce qu'en France, on n'en a pas fait que comme objectif l'efficience, alors qu'aux États-Unis, puisqu'on a formalisé les critères de qualité, Joint Commission a formalisé, il y a 9 critères aujourd'hui, dont l'efficience, bien évidemment, mais il y a la continuité des soins, l'accès aux soins, il y a 9 critères. Voilà. Donc, en France, nous avons
l'HAS, qui est également un autre référentiel qui est également intéressant. Est-ce que, puisque vous semblez dire qu'effectivement, oui, le soin ne peut pas être finalement évalué comme un produit, un service comme un autre, est-ce que ces autres outils qui ont été mis en place à l'étranger, initialement par Joint Commission, repris par HAS, ne sont pas des voies très simples, mises en place par les hôpitaux dans le cadre de l'accréditation ou des certifications, pour qu'on élargisse le champ et qu'on puisse vraiment structurer l'ensemble des processus présents à l'hôpital, qui sont extrêmement complexes, puisqu'il y a jusqu'à 100 métiers dans un hôpital. Merci de votre présence. Donc j'ai calculé 6 questions. Première, je vais prendre dans l'ordre. Première réponse à tes questions, Rigas. La première concernant le fait que le livre permet de voir où se font ces calculs. Tu disais, on voit le lieu de production de ces calculs. Ce qui est intéressant, moi je trouve, dans le cadre de la tarification à l'activité, c'est qu'on voit les lieux en fait où se font les. Alors les calculs et pas seulement les calculs. Encore une fois, les calculs sont indissociables de la description des soins et de la description des séjours. Et donc on voit en fait une chaîne de description et de calcul qui part et c'est l'objet du livre, qui part dans le chapitre 1 d'un service de gestion à l'hôpital, d'un service de codage où on transforme le patient en un code, en un ensemble de diagnostic principal, diagnostic associé. Donc il y a un travail de description à l'intérieur de l'hôpital. Ensuite, il y a un travail qui est réalisé au niveau national par une agence. Donc là aussi, c'est évidemment très lié aux transformations de l'action publique des années 2000. Une agence autonome qui est l'agence technique pour l'information hospitalière, qui ensuite transmet l'information. L'assurance maladie rentre dans le jeu, le ministère, les hôpitaux récupèrent les calculs. Enfin, il y a tout un ensemble d'acteurs qui réalisent des calculs et c'est ça qui fait aussi que le système tient. Donc ça, c'était le premier point. Il y a une pluralité et une hétérogénéité des acteurs calculant et décrivant le soin. La deuxième question concernant la comparaison avec le médicament, au fond, et le travail en économie de la santé. Il y a une différence entre l'objet hôpital et l'objet médicament qui est assez forte du fait d'une pluralité des systèmes de santé à travers le monde. En France, on a un système où on a des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, des hôpitaux privés participant au service public. Enfin, donc la variété de systèmes hospitaliers en Europe et dans le monde fait que la question de la mondialisation se pose moins. Et puis il faudrait étudier ça plus en détail, mais l'organisation du système de soins sur le territoire rend difficile ce mode de raisonnement, là où effectivement le médicament fait l'objet d'un marché mondial assez classique. Enfin classique. Pas classique, mais plus classique que le cas hospitalier en tout cas. Troisième question concernant le rapport aux soins. Donc la question de Jean-Paul. Jusqu'où va cet effet des instruments sur la fabrique des soins? Et pour répondre, tu disais pas seulement en termes de est-ce qu'on fait sortir plus tôt le patient, est-ce qu'on rajoute une infirmière, etc. En fait, pour répondre, c'est à mon avis cette question de la sortie du patient, elle incarne vraiment l'effet de ces instruments sur le soin. Alors, quand je dis ça, précaution, ces instruments, ils ne transforment pas l'ensemble et la globalité des pratiques de soins. Hein. On est bien d'accord. C'est une critique qui est faite parfois et qui est sans doute excessive, mais cette question de la sortie du patient de l'hôpital, c'est pas seulement la réduction du durée de séjour, c'est, je pense, une transformation à l'œuvre à l'hôpital, qui était le cas ces dernières années pour des opérations bénignes, mais qui va être de plus en plus le cas pour des pathologies graves. Pour travailler sur le cancer aujourd'hui, un des grands enjeux de la politique du cancer, c'est de permettre de traiter les patients chez eux et de plus les amener à l'hôpital. Donc s'il y a une transformation de la médecine, presque, on pourrait dire, impliquée en partie par ces instruments-là, c'est peut-être ça, c'est de transformer le sens qu'a l'hôpital, qui n'est plus un lieu d'accueil, mais un lieu de soins. Et en fait, historiquement, c'est intéressant, puisque l'hôpital était d'abord un lieu d'accueil avant d'être un lieu de soins, puis est devenu un lieu de soins. Enfin,
l'histoire s'inverse sur ce point-là. Donc voilà, la grande, à mon avis, transformation à laquelle on est en train d'observer. L'idée, c'est que le soin ne se fasse plus seulement à l'hôpital et que l'hôpital soit un des lieux de médiation de la médecine entre le malade, les produits et les professionnels de santé. Concernant la question de Maurice sur la critique, effectivement, notamment des syndicats, elle est très très importante, effectivement, cette question, puisque moi, les exemples que j'ai observés, c'est effectivement une association de malades, une fédération, mais la question des syndicats de travailleurs au sein de l'hôpital, dans le cas, alors, premièrement, du PMSI, moi, pour avoir regardé pas mal d'archives, ils sont absents. Ils sont absents et les seules notes qu'on a, alors ils interviennent à des moments, mais je crois que je les ai croisés 2 fois dans tous mes stocks d'archives, CFO et la CGT, qui disent bon, il faudrait pas que le PMSI devienne un instrument qui prenne trop de place, grosso modo. Il faudrait pas que ces instruments-là prennent trop de place, mais je pense qu'il y a une difficulté à saisir ce que sont ces outils-là, ce qu'ils vont devenir et leur centralité. Et sur la T2A, c'est très compliqué aussi. Il y a une opposition des syndicats à ce mode de tarification, globalement. Mais pour en avoir parlé avec un responsable santé CGT, il me disait voilà, nous, on a une opposition de principe. Dans les formations qu'on fait, on évoque cette question-là, mais c'est pas là-dessus qu'on se bat. Le temps de travail à l'hôpital est un sujet bien plus primordial et bien plus accessible. La T2A en elle-même fait pas l'objet d'une critique technique poussée par les syndicats, à la différence du cas que tu mentionnais. Ce qui est surprenant et non. Voilà, pour répondre en normand. 5e question sur l'évaluation elle-même et l'enjeu de la standardisation que vous mentionniez. Je pense que ça renvoie aussi à la question de Jean-Paul, à savoir que, et le cas que vous donniez des neuroradiologues est intéressante, c'est-à-dire que, et la critique qui est faite par les professionnels de santé, des effets de ces instruments, c'est ça, c'est que la relation, alors en partie aussi idéalisée, entre le médecin et le patient, sans tiers entre les deux, elle est progressivement aussi complexifiée et complétée par tout un tas d'intervenants. Donc on sort les patients de l'hôpital, on crée des professions qui seront plus en prise directe avec le malade, et elle participe de cette recomposition du soin. Moi je connais pas très précisément ce cas-là, donc je pourrais pas vous répondre, mais à mon avis ça renvoie vraiment à cette transformation de la médecine. Et enfin, 6e et dernière question sur la question de la qualité en santé et de la production qui participe d'un système de qualité. Effectivement, en sciences des organisations, c'est comme ça que les choses sont analysées. Là, c'est pas moi qui vais répondre, c'est les professionnels de santé que j'ai interrogés, donc les acteurs de ce système, qui vont, eux, vous dire qu'il y a une différence entre soigner, entre produire du soin. Cette différence-là, elle est très importante parce qu'entre soigner et produire du soin, il y a une conséquence qui est possible dans un cas et moins dans l'autre. En théorie, parce qu'évidemment en pratique c'est différent, c'est le fait de vendre du soin. Et pour les professionnels de santé, dès qu'on commence à produire du soin, on commence à standardiser du soin, on commence à vendre du soin, et on oublie. Alors là encore une fois, on est sur des plans un peu abstraits, mais on oublie l'idéal éthique de relation aux patients, etc. Donc voilà, pour répondre à cette question, la différence, à mon avis, elle se fait là. Rajouter quelques points sur la question de la comparaison à l'international. Je pense que elle s'est faite notamment sur les questions de qualité. Et à l'initiative de l'OCDE, enfin à l'initiative en tout cas, sous les auspices de l'OCDE, qui a eu un énorme programme dans lequel la France et un certain nombre d'académiques des sciences de gestion sont intervenus pour travailler sur la construction d'indicateurs de qualité des soins, qui sont d'ailleurs aujourd'hui largement utilisés par le système de santé. Donc c'est vrai qu'on on peut pas tout aborder dans un exposé de ce type-là, mais très clairement la question de la qualité des soins, il était évident que la tarification à l'activité n'est pas un outil qui est
designé, si je peux me permettre, pour s'occuper de questions de qualité des soins. Pour autant, ça ne veut pas dire que la question de la qualité des soins, elle est absente d'un certain nombre de l'esprit d'un certain nombre de personnes. Donc c'est vrai qu'en parallèle, vous avez parfaitement raison, c'est mis en place la question de la certification, la question de la mesure de la qualité, etc., etc. Et là, il y a eu véritablement un rôle très très important au niveau international de benchmarking, de calage, etc. Donc je pense que ça a été vraiment un point très très important que je voulais simplement rappeler. Il y a un autre élément dont on n'a pas du tout parlé, mais moi qui m'a intéressé de manière un peu anecdotique, si je peux me permettre, dans l'ouvrage de Pierre André, c'est que au moment où le PMSI se met en place, c'est le moment où aussi les entreprises du secteur, d'autres secteurs, de secteurs économiques marchands, etc., mettent en place aussi ces outils de construction de logiciels intégrés. Je ne vais pas faire de la publicité pour un certain nombre de marques, mais enfin, je veux dire qu'on ne peut pas totalement, enfin, il ne faut pas non plus oublier la mise à J'ai regardé l'une de ces entreprises qui est très connue, qui s'appelle SAP. Si vous regardez quand est-ce qu'elle a été créée, c'est exactement au même moment que se met en place cette réflexion autour de... Donc je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'on a tout un développement des outils informatiques que tu mentionnes un petit peu, mais qui est extrêmement intéressant et où on voit bien que ce mouvement d'intégration qui fait que vous allez des intrants aux extrants, hein, en passant partout et vous modélisez et vous savez tout faire, y compris vous facturer et tout ça, c'est un mouvement qui a traversé l'industrie. Donc là, il y a certainement aussi d'autres choses qu'il faudrait aller regarder et qui seraient sans doute assez intéressants. L'autre point sur lequel je voulais juste intervenir, c'est la question de l'hôpital qui se transforme, y compris dans ses pratiques. Et un élément qui est très très intéressant aujourd'hui, c'est entre guillemets ce qu'on appelle le virage ambulatoire, qui se fait d'une double manière. C'est à la fois de dire, par exemple, sur un certain nombre d'actes qui se faisaient, d'actes de chirurgie qui se faisaient avec une hospitalisation, la personne restée à l'hôpital une nuit, etc. C'est vrai que là, aujourd'hui, très clairement, il y a des objectifs quantifiés du ministère de la Santé pour dire qu'il faut passer à Y% d'ambulatoire. Mais je pense qu'il y a un autre aspect qu'on voit, enfin qui est peut-être moins visible, c'est la dissociation entre ce qu'on appelle la fonction d'hébergement et la fonction de soins. Qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la mise en place d'outils et d'incitations économiques à faire en sorte qu'à la limite, je caricature, mais à peine, on va faire sortir la personne de l'hôpital pour qu'elle aille dormir à l'hôpital, à l'hôtel à côté, avec des systèmes de tarification et de remboursement de la nuit d'hôtel, qui fait que, et évidemment avec des tas de problèmes, à mon avis là il y a vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à regarder, parce que c'est vraiment des choses qui sont en train de se faire avec des programmes pilotes, etc. Il y a différents programmes actuellement en France qui sont de comment on réorganise et comment quelque part on externalise la fonction d'hébergement, qui est une fonction qui est considérée comme n'étant pas le cœur du soin, etc. Bon. Donc je trouve que là, voilà, quand on travaille sur les pratiques de soins, il faut aussi regarder ces aspects-là et comment concrètement aujourd'hui se met en place un certain nombre de réformes, qui incitent, je dirais, et qui vont au plus profond de ce qu'était l'hôpital, hein. Évidemment qui pose problème avec le vieillissement de la population, avec l'éloignement de la population des lieux de soins, etc. Et le fait que qu'est-ce qu'on fait du monsieur de 80 ans qui va avoir, je sais pas quoi, son opération, qu'il va falloir faire venir, etc. Donc oui, il y a une transformation et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il y a vraiment du travail à faire, du travail de recherche à faire pour voir comment se transforme aujourd'hui l'hôpital, pas seulement dans les pratiques des soins, mais dans ses fonctions qui étaient vraiment les fonctions, on va dire, d'assistance et d'hébergement qui étaient quand même à l'initiative et à l'origine de l'hôpital, si on a un peu de vision historique.
Je vais me permettre un complément parce qu'effectivement c'est très très important cette question du virage ambulatoire et d'une transformation de la médecine. Et alors il faut aller l'étudier sur la mise en place d'hôtels puisque c'est ce qui est en train de se faire effectivement à côté des hôpitaux pour éviter d'avoir à supporter le coût de la nuit puisque c'est un des coûts élevés pour l'hôpital. Un autre champ d'étude c'est par exemple sur le cas du médicament et là encore une fois moi je reviens sur les travaux que je conduis sur le cancer par exemple de voir comment les entreprises du médicament travaillent à développer par exemple des chimiothérapies qui passent plus par intraveineuse mais en sous-cutané, c'est exactement aussi ce mouvement-là. C'est-à-dire si on fait ça en intraveineux, il faut que la personne soit à l'hôpital, il faut qu'on la surveille, les effets. Si c'est sous-cutané, par contre, ça peut être fait chez la personne par une infirmière libérale, etc. Et c'est vraiment tout effectivement un mouvement d'ensemble qu'il faut être capable d'analyser et pas seulement à l'hôpital. D'ailleurs, SAP, concernant la mondialisation, c'était pour résoudre un problème de mondialisation qu'elle a été créée, puisque en fait, il s'agit de savoir où est-ce quand on fait la maintenance d'une voiture, où se trouvent les pièces dans le monde. Quand on a 50 usines, et c'est Volkswagen qui a été le premier client. Donc c'est pas complètement par hasard. Donc il y en a plein d'autres. Il y en a certainement plein d'autres. Oui, une des conséquences du virage ambulatoire qui n'a pas été évoquée, c'est la charge toujours plus grande sur les familles. Enfin, s'il y a évidemment ça, là on est toujours sur les questions de coûts, c'est-à-dire que évidemment que la réduction des dépenses en matière de soins et en matière hospitalière passe notamment par un report plus ou moins invisible sur les acteurs privés. C'est valable alors dans le secteur des assurances, etc. Mais c'est vraiment là avec le retour à domicile qu'on constate ça, avec un report sur les aidants, etc. Ça participe vraiment de ça. Il y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce qu'on n'a pas, dans le cas de la santé, comme dans le cas de l'enseignement supérieur, en gros, tu as deux réponses à la pression démocratique, comme ils disent, qui est en fait simplement le nombre de gens qu'on diplôme. Tu en as une qui consiste à dire on va privatiser, on va faire rendre l'enseignement payant, et du coup, ça va permettre de réduire la pression, donc voilà, ça sera bien pour... Et tu as une autre solution qui consiste à dire on va augmenter la qualité, qui sera une façon de fabriquer de la sélection, mais par l'intérieur de l'institution, pas par la pression du marché, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire dans les raisonnements sur l'efficience ou l'efficacité du système dans le domaine de la santé ? La comparaison avec l'éducation est intéressante. La démocratisation à l'université, par exemple, reviendrait à dire dans le cas de la santé qu'on peut soigner plus de gens et dans de bonnes conditions. Si on soigne plus de gens et dans de bonnes conditions, ça coûte plus cher. Donc effectivement, à partir de là, il y a plusieurs pistes d'action. Soit la collectivité assume de supporter cette charge, alors ce coût entre guillemets, puisque c'est ainsi qu'il est présenté. Dans ce cas-là, ça suppose aussi un moment de s'interroger sur le niveau des dépenses de santé. Et là, dans ce cas-là, il faut repartir sur l'histoire politique des objectifs de dépenses d'assurance maladie et de la façon dont ils sont déterminés et de la façon dont ils sont calculés. Et ça, c'est un objet qui est abordé dans le livre, la façon dont l'ONDAM naît et s'impose progressivement à partir de la moitié des années 90 et devient aujourd'hui quelque chose qui a perdu prise même absolument sur ce qu'il essaye de contrôler, mais qui est en soi un objectif. On en revient à la capacité des indicateurs à devenir leur propre mode de succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tenir l'objectif des dépenses d'assurance maladie, c'est en soi un argument de campagne électorale. C'est ce qui s'était passé en 2012. L'argument principal de Nicolas Sarkozy, c'était de dire: regardez, vous pouvez toujours être soigné et en plus, moi j'ai réussi à tenir les comptes de l'assurance maladie, ce qui était évidemment contestable, mais c'est en soi un argument. Donc soit on augmente les dépenses de santé, ce qui n'est pas un vrai problème. Une économiste comme Brigitte Dormont a même écrit un article qui s'intitulait Augmentation des dépenses de santé, une augmentation salutaire, il me semble que c'est le titre de l'article, c'est-à-dire qu'en soi c'est pas embêtant, et c'est d'autant moins embêtant que c'est pensé. Alors ça peut être embêtant, mais c'est pensé aujourd'hui sous un autre mode, qui est un mode très intéressant, qui est celui de l'investissement. C'est-à-dire que augmenter les dépenses de santé, c'est pas seulement dépenser plus d'argent, consacrer plus d'argent, c'est investir dans la santé des citoyens et dans des secteurs économiques porteurs de croissance, qui à moyen et à long terme seront bénéfiques pour le pays. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution, c'est de considérer que le moyen et le long terme sont pas des objectifs très intéressants dès lors que en fait l'ONDAM est évalué chaque année, enfin l'objectif des dépenses d'assurance
maladie est évalué chaque année. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il faut essayer de réduire les coûts et de les contenir, en rationalisant le soin, mais aussi en reportant notamment la charge financière sur les particuliers. C'est pour ça que le terme de privatisation, il n'est pas non plus complètement inintéressant. Il y a une forme de privatisation des dépenses et des coûts de santé qui sont donc reportés sur les patients, par les mutuelles, par les assurances qui prennent de plus en plus de poids, par le retour à domicile et donc la prise en charge des aidants. Dans le cas du cancer, c'est une vraie question. La Ligue contre le cancer a réalisé une action de plaidoyer en expliquant que les proches des personnes atteintes de cancer supportent un poids économique, puisque évidemment c'est un temps à consacrer. Du coup, c'est du temps qui passe pas au travail, c'est des revenus en moins, etc., etc. Donc c'est les deux solutions. Oui, je voulais rajouter 2 points. Oui, parce que j'ai parlé donc l'évaluation des patients au niveau du diagnostic, mais il y a aussi, et alors là c'est un petit peu comme dans le fonctionnement politique, une espèce de grande illusion qui est créée sur non, parce que là j'ai reçu une lettre il y a pas très longtemps sur ils veulent mettre en place un budget énorme pour l'évaluation de la satisfaction des patients. Alors ils font ça, et à côté de ça ils suppriment plein de postes. Et on se dit, mais tout cet argent-là qui est utilisé pour l'évaluation de la satisfaction, mais on sait très bien ce qu'il y a à faire. Enfin, il y a un espèce de comme ça de montage d'illusion. Enfin, il y a une logique derrière qui, je sais pas si c'est celle que vous avez mis en avant, mais qui vraiment, enfin, je sais même pas comment elle tient debout en fait cette logique. Ça me questionne beaucoup. Et l'autre point. Aussi par rapport à la façon dont le patient peut lui-même reprendre ce que vous avez cité du côté du capital santé, c'est ce qui est très intéressant, c'est que maintenant il arrive à l'hôpital avec une demande et non plus seulement avec une plainte. Il arrive en disant bah voilà, j'ai vu ça sur internet, ça, je sais ce que j'ai, il me faut ça. Et ça c'est quand même très nouveau aussi dans la pratique médicale. Et il y en a aussi qui disent ah bah j'ai vu que cette personne-là a fait cette chirurgie-là, moi aussi. Mais je parle pas, je suis pas dans l'esthétique, hein, donc je parle vraiment même dans le monde médical où ils viennent avec une demande de chirurgie parce qu'ils ont vu que c'était ça qu'il leur fallait. Et donc les médecins se trouvent là dans une confrontation où du coup l'utilisation de la technique est presque le seul ressort qui leur reste pour leur dire mais si parce qu'il y a ces tests-là, je vais pouvoir vous dire. Donc vraiment ce rapport à l'évaluation, il prend vraiment des dimensions très importantes. Peut-être une réponse sur le premier point. Le deuxième, effectivement, il y a une évolution de la médecine du fait d'un élargissement des savoirs des patients par les associations, par des médias comme Internet, etc., qui transforment évidemment les pratiques et les rapports, ce qui est moins l'objet de mon travail. Sur le premier point, en revanche, effectivement, sur l'évaluation de la satisfaction des patients, il y a tout un travail qui est en train d'être mis en œuvre au ministère sur alors ce qui renvoie à la question de la qualité, l'évaluation de la qualité. Et ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui promeuvent aujourd'hui ce développement-là, qui, on peut l'imaginer aussi, sera potentiellement générateur de marché, c'est-à-dire qu'évaluer la satisfaction des patients, à un moment, ça va passer par des outils, et donc des cabinets vont pouvoir s'engouffrer à un moment dans cette brèche-là. Ce qui est intéressant, c'est que ceux qui promeuvent aujourd'hui, notamment au ministère, ces démarches-là, sont ceux qui ont promu la T2A, et qui disent explicitement, dans un premier temps, l'objectif, c'était la performance économique. C'était de ramener les dépenses à un niveau plus bas, de contenir les coûts, et ensuite, et ils le disent explicitement, on s'est rendu compte, mais ils le savaient déjà au moment où ils mettaient en place la T2A, que ces instruments-là pouvaient avoir un effet potentiellement néfaste sur un certain nombre de pratiques, pas sur toutes, mais sur un certain nombre de pratiques. Et donc maintenant, pour corriger les effets néfastes du premier instrument qu'ils ont mis en place, ils vont mettre en place un deuxième instrument qui va servir à évaluer en fait la qualité de soins des médecins. Donc on répond à un instrument par un autre instrument, et notamment parce que, alors après, je suis pas chercheur en gestion, mais je vais quand même dire à mon avis ce qu'ils auraient dit s'ils avaient été ici, c'est parce qu'on ne les a pas écoutés, parce qu'on n'a pas écouté les chercheurs en gestion à la fin des années 90 et au début des années 2000, et qu'on a, malgré les recommandations qu'ils avaient formulées sur l'usage de ces instruments, mis en place un système de tarification. Et c'est par hasard d'ailleurs si les chercheurs en gestion, et ça c'est un point que fait le livre, sont présents dans les années 80-90, mais qu'à la fin des années 90, ils disparaissent. En partie, mais ils disparaissent. Ils sont plus dans les cercles, dans la mission T2A, ils sont plus là.
Voilà, moi je voulais juste répondre à Madame concernant donc cette configuration radiologue et médecin. Je peux dire que quand même à l'hôpital public aujourd'hui, on développe des consultations pluridisciplinaires qui permet justement d'expliquer dans des disciplines justement neurologiques directement avec le patient. Ce sont des consultations spécifiques où le neuroradiologue voit le patient. Donc voilà, c'est parce que ça peut et ces formes de relations avec la maladie sont rendues d'autant plus possibles avec les outils collaboratifs. Là, on n'a peut-être pas trop parlé de la disruption numérique quand même dans l'hôpital, qui permet effectivement, même quand un professeur d'université ou un soignant est à l'international, pendant un moment, d'avoir un enfant qui est en face de tous ces experts qui ont regardé qui partagent des informations communes sur un réseau. Donc là, on a quand même fait un énorme effort, un énorme pas vers la qualité et l'efficience aussi sûrement. Qu'en est-il de la télémédecine qui aujourd'hui, voilà, est-ce que ça rentre dans les cartons des préoccupations actuelles? Et d'autre part, ce que je voulais dire aussi aujourd'hui, c'est que moi, je suis allée au salon récemment de la santé. On m'a dit, mais madame, il n'y a plus de patients, il n'y a que des actions. Donc, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez accéder, avoir l'avis d'autres, voilà, vous n'êtes plus un patient, vous êtes une impatiente et vous devrez être une actiente. Voilà. Juste une réponse, parce que ça participe vraiment de ce qu'on dit depuis ce matin, c'est-à-dire que, alors, moi, j'ai pas à travailler sur la question de la numérisation et sur la question de l'e-santé et sur la question de la télémédecine. Mais on peut par contre faire un lien très très fort avec ce qu'on disait notamment sur la question du virage ambulatoire, c'est-à-dire que là, encore une fois, il y a l'idée que le patient ne vienne plus à l'hôpital, soit traité alors à distance par le biais de tout un ensemble d'outils, avec une idée derrière qui est très importante, parce que c'est celle qui a soutenu le virage ambulatoire, qui est de dire que ces modes de pratique-là, non seulement augmentent l'efficience, puisqu'il y a une prise en charge en moins, mais augmente la qualité. C'était ça le grand argument de la chirurgie ambulatoire, qui est en partie vrai en plus. Hein. Ça dépend des patients, ça dépend des pratiques, ça dépend des opérations, mais ce qui est en partie vrai. Mais le grand argument pour défendre la chirurgie ambulatoire, c'était ça. C'était, il y a des infections nosocomiales à l'hôpital, les patients n'ont pas envie de dormir, de passer la nuit à côté de quelqu'un, etc. Ils préfèrent rester chez eux, c'est mieux pour eux, etc. Et ça coûte moins cher, tant mieux. Bon, c'est pas évidemment un hasard. Et là, on est pareil, je pense à mon avis, sur la question de la télémédecine. Ces deux arguments sont très très liés. C'est un confort pour le patient et en plus ça va coûter moins cher. Deux petites choses pour prolonger. Le premier, c'est sur le virage ambulatoire, cette question des modes de soins, etc. C'est jusqu'à quel point le virage ambulatoire va pas de pair avec un recentrage sur les technologies et les biens. Et ce qui rejoint en fait la question que Rigas posait tout à l'heure sur la dynamique de pharmaceuticalisation. Alors c'est pas que le médicament comme bien et comme objet technique. Hein. On peut, je pense, suivre le même raisonnement autour de la façon dont les techniques chirurgicales aujourd'hui sont en train d'évoluer, etc. Mais bon, un des effets indirects dérivés serait de pousser à cette technicisation et à ce recentrage sur des choses qui peuvent être d'une certaine manière plus facilement calculables et objectivables parce que c'est des biens et pour lesquels à l'arrière-plan il y a aussi un certain nombre de marchés qui sont des marchés qui fonctionnent comme des marchés. Bon, et puis la deuxième petite chose, c'est sur l'affaire de l'Ondam et de l'impact macro-éco ou de l'impact plus général de ça, parce que sur ce que tu évoquais, sur tenir l'Ondam, sur arriver à contenir les coûts, et la question spécifique, c'est dans le livre tu décris en fait deux régimes, celui du budget, de l'impact du budget global, et puis celui de la tarification. Alors, est-ce qu'on peut dire que en fait le passage à la tarification à ce niveau global-là a en fait permis de contenir et a eu des effets supérieurs à ce qu'était l'introduction du budget global?
Première réponse donc assez brève, mais effectivement c'est deux niveaux de réflexion différents. Et même pour compléter en fait donc ce virage ambulatoire et ce recentrage sur les technologies et les biens qui évidemment aussi, c'est ce que tu disais, participe de la création d'un marché sans fin. On pourrait identifier en fait deux branches de la recomposition de l'hôpital aujourd'hui, un niveau extrême de technicisation. Notamment dans le cadre de ce que tu dis, pour les pathologies aiguës, pour les opérations complexes, etc. Et de l'autre côté, une attention toute particulière portée à la question de la chronicisation. C'est les deux pieds un peu sur lesquels l'hôpital entend marcher pour, à mon avis, se transformer radicalement et accueillir le moins possible, ou accueillir en tout cas seulement les cas les plus graves. Ça, c'est les deux pieds, à mon avis, importants. Sur la question de l'ONDAM, c'est une question qui est évidemment très très importante. Il y a évidemment, la première réponse, c'est de dire qu'il y a des disputes sur les niveaux de l'ONDAM et sur le respect ou non de l'ONDAM. Donc considérer de façon extérieure qu'il y aurait une évolution évidente, ça serait évidemment très risqué. Mais ce qu'on peut dire malgré tout et malgré l'incertitude des chiffres, c'est que effectivement, il y a eu, alors c'est pas une diminution des dépenses de santé, parce que de toute façon les dépenses de santé sont amenées à croître régulièrement, de même que l'inflation et de même que l'augmentation de la population, mais par contre il y a eu un ralentissement évident des dépenses de l'assurance maladie. Alors, pas des dépenses de santé, des dépenses de l'assurance maladie consacrées à l'hôpital. Ça, c'est un point très important, parce qu'il y a un report d'une partie de ces dépenses sur les particuliers et sur les citoyennes et les citoyens, qui sont plus seulement des patients. Donc il y a eu ça, d'autant plus que le budget global, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le budget global avait pour vocation justement de limiter le niveau des dépenses par un plafonnement. Donc on se dit, il n'y a pas plus simple pour bloquer les dépenses de dire à partir d'un moment on arrête de dépenser. Sauf que évidemment le budget global chaque année était dépassé, puisque au mois de novembre, dire aux hôpitaux et aux médecins, bon en fait maintenant vous fermez le cabinet jusqu'au 1er janvier, et ça fonctionnait pas. Là où par contre l'AT2A a eu un effet, alors il va falloir même être plus précis. La T2A a eu un effet très marquant sur l'augmentation, sur le ralentissement de l'augmentation des dépenses, puisque en fait c'est les tarifs, c'est chaque tarif qu'on diminue. Donc c'est pas une enveloppe globale, c'est chaque tarif. Et ce qui fait que c'est en fin d'année, grosso modo, que les hôpitaux se rendent compte que c'est eux qui supportent la charge de la diminution des dépenses. Et bon, on évoquait tout à l'heure l'annonce par Marisol Touraine d'une résorption du trou de la Sécu, bon, qui évidemment c'est évidemment pas le cas, puisqu'elle omet certaines branches, mais même si on est sur le cas des dépenses de santé, ce qui est évidemment pas dit, c'est que si on regarde les comptes de l'assurance maladie, ça va mieux. Si on regarde les comptes des hôpitaux, par contre, c'est très 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 grave. Il y a des situations de certains établissements hospitaliers qui sont dramatiques. Un exemple, je suis allé à Ajaccio pour discuter avec le directeur de l'ARS, une syndicaliste. Enfin, la situation là-bas, elle est complètement ubuesque, quoi. Donc il y a un report sur les hôpitaux qui est évident, sachant qu'en plus il y a eu la crise. Oui, il y a les emprunts toxiques, il y a le fait qu'on a des tas de mécanismes, puisqu'on a ce qu'on appelle, si on revient aux médicaments, on a la question de la liste en sus, qui est hors T2A, etc. Et donc, en fait, c'est extrêmement compliqué de pouvoir dire quel a été l'impact du passage du budget global à la tarification à l'activité, ne serait-ce que sur le déficit, enfin, sur le montant des dépenses hospitalières, ne serait-ce que parce que et je pense que c'est un point qu'on n'a pas beaucoup discuté ce matin et qu'il faudrait introduire dans notre discussion, c'est la question du progrès de ce qu'on appelle le progrès médical, quelle que soit la manière dont on le définit, etc. C'est-à-dire qu'entre 2004, moment où on introduit la tarification à l'activité, et la manière dont aujourd'hui on utilise les technologies, ça n'a quand même, j'allais pas dire rien à voir, mais ça a beaucoup, beaucoup changé. Et c'est vrai que c'est sur une technicisation de plus en plus importante, etc. La question est faite sur la dépense d'assurance maladie. Je pense qu'il faut vraiment être extrêmement précis quand on discute de ces choses-là, parce que tout dépend quel est l'agrégat comptable que vous regardez.
Et c'est pour ça que Brigitte Dormont peut continuer à dire la santé doit augmenter. La question n'est pas de savoir si les dépenses de santé doivent augmenter. La question, c'est de savoir pourquoi vous les augmentez et comment vous les financez. Et à quoi vous les consacrez. Donc c'est vrai que de toute façon, si on regarde la santé comme un secteur économique, comme on regarderait un autre secteur, je veux dire, on a vu la question de savoir s'il faut plafonner ou pas n'est pas celle qui est discutée aujourd'hui. La question qui est discutée, c'est la question des déficits publics. C'est de ça qu'on parle. Et il faut arrêter de penser que dans notre pays, la question des déficits publics signifie qu'effectivement, on maîtrise ou on jugule ou au contraire, on dessert la contrainte sur le secteur de la santé dans lequel il y a une dynamique qui échappe totalement à la question des comptes publics de la santé. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on soit très très clair là-dessus. Je suis en train de travailler sur autre chose qui est les dépenses de médicaments en 2 ans ont augmenté d'1 milliard. On est passé de 33 à 34. 33 milliards à 34 milliards. 20% des dépenses de santé. 20% de la consommation, de l'ensemble de ce qu'on dépense. Pourquoi 700 millions, c'est l'hépatite, c'est les nouveaux médicaments contre l'hépatite. Donc vous voyez qu'il faut vraiment être extrêmement précis quand on commence à discuter de savoir si on parle du budget de la santé, des dépenses de santé, de est-ce qu'il faut plus dépenser ou pas, parce que sinon on tombe dans une discussion qui est un petit peu plus idéologique et politicienne que véritablement intéressante, si je peux me permettre. On va s'arrêter sur cette note. Je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup à Catherine Le Gallès. Merci à Pierre-André Juven pour ce magnifique travail. Merci.